Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Nous sommes bien au grand rendez-vous économique. Cette année, nous allons avoir une 5e édition. Ça se comprend? C'est le 50e anniversaire de Radio Métropole et la 25e édition des grands rendez-vous économiques. Pour la première fois, nous avons une 5e édition et beaucoup attendaient quel était l'invité surprise. On avait 2 invités surprises, malheureusement, on n'en aura pas les 2, on aura au moins une. Oui, on aura une femme cette année. Ce n'est pas la première femme à participer au grand rendez-vous économique. On avait une fois une ministre de l'économie et des finances. Mais cette fois-ci, nous avons Madame Lucia de Pascal Solage, militante féministe, membre de Nous Pape Domi, Petro Challenger. Madame Solage, militante féministe, je ne vais pas prochaine que nous va mettre assez mesdames dans le grand rendez-vous économique. Bienvenue au grand rendez-vous économique. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je salue toutes celles et tous ceux qui regardent l'émission et déjà bonne année 2020, meilleurs vœux à tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes et à tout le monde en général. Combien de monde qui va surprise? Qui invite surprise? C'est un plaisir d'être là. Voilà, vous allez bien représenter les femmes et surtout un mouvement jeune, un mouvement femme. En général, mesdames, comme je ne suis pas sexiste et pas anti-féministe, je suis très croyant dans le leadership. Mais je pense que mesdames, en général, c'est la caillou, occuper les gens, mener les gens, la danse, c'est mesdames qui étaient garçons pour monsieur. Comment le mouvement ça a lancé et surtout nous-mêmes, mesdames, jeunes femmes, nous lancer dans ça? Cette résultante n'est pas un hasard puisqu'il y a aussi une forme de socialisation qui fait que les femmes se voient et s'intègrent dans certains rôles, dans certains espaces. Et l'espace public en soi n'est pas le premier espace où la femme est socialisée justement pour qu'elle intervienne, qu'elle prenne cet espace, qu'elle se l'approprie justement et essaie d'apporter son influence. C'est une tendance qui change depuis des décennies avec justement des mouvements, justement avec un changement de paradigme un peu, mais ça reste quand même une société conservatrice, patriarcale, machiste aussi, où l'espace public, l'espace politique n'est pas nécessairement le premier espace où les femmes veulent et peuvent s'investir. Donc aujourd'hui... Vous dites appropriation, ça veut dire pas ni papa, s'il vit toujours, ni compagnon, ou mari, ou ni frère, est-ce que maintenant ça, vous prenez décision carrément? C'est une décision qui nous appartient avant tout, puisque en premier lieu, ma vie, mon leadership, ma citoyenneté, mon implication avant tout, c'est une question individuelle, avant tout, non seulement en tant que femme, en tant qu'haïtienne, en tant que citoyenne, elle est d'abord individuelle. Et après, il y a quand même tout ce qui nous entoure. On n'est pas indifférente à tout ce qui nous entoure, comme la cellule familiale, comme l'environnement, les amis, les espaces de socialisation. Nous ne sommes pas totalement indifférentes. Nous ne pouvons pas l'être, d'ailleurs. Il y a eu des pressions? Oh, il y en a toujours. Ah, ça peut dire ça. Il y en a toujours. Moi, peut-être que je peux parler de mon lieu en tant que militante féministe. Je le vis depuis à peu près une dizaine d'années en tant que militante activiste féministe. Et après, un activisme politique aussi qui est venu s'ajouter à cela. Et on le vit encore, la pression est encore plus forte. Au niveau de la famille, au niveau un petit peu des cercles d'amis, des cercles de connaissances et tout. Et ce qui est compréhensible. Parce que l'espace public aussi a ses risques. L'activisme, notamment l'activisme politique, et dans un pays comme Haïti aussi, a ses risques. Et ils sont divers. Donc, il faut comprendre aussi que ne pas être dans un milieu qui est politisé aussi, la plupart d'entre nous n'avons pas été élevés dans des familles ou bien n'avons pas été élevés dans des espaces, écoles, organisations justement qui nous ont donné une éducation citoyenne, politique, active. Et ça, pour la plupart d'entre nous, c'est nous qui l'imposons à notre environnement. Et il y a cette peur, il y a cet inconnu, cette appréhension. Et donc tout ça un peu conditionne les gens qui autour de nous se disent est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que les risques en valent la peine? Ou est-ce que cela va nous mener? Pourquoi ne pas rester dans notre vie tranquillement, vivre et laisser vivre? Voilà. Et si nous avec tout ce que ça peut impliquer. Ça veut dire quoi? Sous chaque 5 ou 10 Petro Challenger, quel pourcentage, mesdames, il y a là-dedans? Je ne sais pas si je peux statistiquement établir des chiffres. Parce que, oui, voilà. Mais peut-être que je peux parler peut-être pour le groupe où je suis, avec les Petro Challengers avec qui j'ai beaucoup collaboré depuis plus d'1 an. C'est pratiquement équitable. Ça veut dire qu'on a autant de femmes dans les espaces. Sinon, parfois, beaucoup plus de femmes, justement, dans les espaces, notamment avec les groupes d'activistes de Petro Challengers avec qui j'ai collaboré. C'est peut-être aussi le fait d'attirer d'autres jeunes femmes vers nous aussi qui fait ça.
là. Mais jusqu'à présent, nous avons des espaces assez équitables en nombre, mais ce n'est pas le plus important, sinon ce qui est important seulement. Il faut aussi avoir ce leadership actif aussi dans les espaces, parce que ça arrive aussi qu'on arrive dans les espaces où les femmes, elles peuvent être soit supérieures en nombre, ou bien il y a un nombre équitable de femmes et d'hommes. Comment s'exprime à ce moment-là le leadership des femmes et des hommes dans les espaces? La prise des décisions, les discussions, les actions, comment les femmes peuvent justement agir en plein leadership autant que les hommes dans les espaces. Et c'est peut-être aussi, je ne vais pas dire la grande surprise, mais la grande satisfaction qu'on a pu, du moins au niveau de nos papes domi, qu'on a pu vraiment, cette dynamique, on a pu avoir une dynamique de leadership hommes et femmes équitable où justement les décisions, les discussions, les échanges peuvent justement se faire sur une base d'égalité. Bien entendu, à des moments, c'est pas facile parce que nous sommes des êtres socialisés dans un espace patriarcal avec ses normes, avec ses pratiques. Et souvent, il faut aussi ramener, même pas les hommes seulement, mais aussi les femmes dans les espaces à se dire non, là, on est en train de dériver. Mais il y a aussi tout l'historique des hommes et des femmes qui rejoignent le mouvement Petro-Caribé Challenge, quels étaient leurs comportements dans les autres espaces où ils étaient soit militants ou bien actifs. Quelle tranche d'âge, dis à peu près? Je vais encore parler du lieu des groupes de Petro-Challenge où je suis très actif. On est un genre mi-vingtaine, début et mi-trentaine. Okay. Donc, c'est vraiment des donc 25, groupes 35, très jeunes. Oui, 25-35 à peu près. Et, mais ce qui est intéressant, c'est que au bout d'un an, de plus d'un an, nous sommes arrivés à créer une synergie avec des personnes qui sont de génération, qui ne sont pas de notre génération, qui ont fait d'autres luttes, qui ont mené d'autres combats. Donc, il y avait aussi cette volonté de ne pas être dans une vision générationnelle étriquée et donc d'aller chercher l'expérience, d'aller chercher la connaissance, d'aller chercher aussi l'enrichissement des autres. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que nous sommes genre 25-35 ans, mais on s'enrichit de tout ce qu'on trouve qui puisse justement nous permettre d'aller vers de meilleures perspectives, nous ajuster, nous enrichir et tout. On va commenter, est-ce que le mouvement a évolué pour me connaître s'il tourne une organisation qui est beaucoup plus structurée? Bon, maintenant, le mouvement toujours. Est-ce que nous avons conscience que le mouvement a changé le paysage politique pays d'Haïti et l'influencé considérablement les acteurs côté dans le pouvoir, côté dans l'opposition? Comment nous est-ce que nous avons lancé dans ça, nous avons pensé pour cette modification, ça? Puis il y a un boom, je ne vais pas regarder les résultats, non? Je vais regarder ce qui passe. Je pense qu'il faut voir le Petro-Caribé Challenge comme ce qu'il est. Ça a été au départ un mouvement extrêmement spontané. Ce n'était pas réfléchi, ce n'était pas planifié, ce n'était pas construit, ce n'était pas pensé comme étant ce qu'il est aujourd'hui. Le Petro-Caribé Challenge est né d'un tweet qui a été rejoint par des dizaines de milliers, sinon beaucoup plus d'Haïtiens et d'Haïtiennes en Haïti à travers le monde et qui a apporté aujourd'hui ce changement dont tu parles. Maintenant, très tôt, on a commencé à comprendre justement que ça devait et que ça pouvait justement changer quelque chose. Et c'est pour ça que... Ça a pris combien de mois avant de dire... Bien justement, le groupe Nous Papes Dormi, les premières rencontres de Nous Papes Dormi ont eu lieu en décembre 2018. Alors que le premier tweet, c'était en juillet. Est-ce qu'on va faire un petit saut sur moi là? Nous Papes Dormi, on pense que c'est un éclatement qui fait de Petro-Caribé. Oui, mais justement. Okay. Alors le premier tweet, c'était en juillet, en août 2018. On a notre première mobilisation populaire, le sitting, en août 2018. Et donc, à peu près 6 mois, il y a toute cette mouvance sur les réseaux sociaux et jusqu'à présent, la gaille. Et puis, à un moment, il y a des groupes un petit peu épars, des Petro-Challenge qui se disent il faut qu'on arrive à se mettre ensemble pour non seulement garder la dynamique, mais aussi pour penser stratégiquement, pour penser politiquement, pour penser collectivement. Et c'est à partir de là qu'un groupe, que diverses personnes venant de divers groupes, de divers endroits, de divers tendances se sont mis ensemble. Et il ne faut pas oublier que Nous Papes Dormi, au départ, c'était une activité et non pas l'idée de mettre un groupe sur pied. Donc, c'était genre, on va passer 3 jours et 2 nuits devant la Cour supérieure des comptes et on va appeler l'activité Nous Papes Dormi. Mais on s'est rendu compte que des Petro-Challengers qui étaient un petit peu éparpillés partout, on ne pouvait pas justement garder cette cohésion, garder ce feu toute seule et tout seul, et on s'est mis ensemble. Et après cette activité, genre fin décembre, on s'est dit, OK, on a fait ça en décembre, on va faire 1er janvier aussi. Donc, il y a la soupe de l'indépendance qui se tient devant la Cour supérieure des comptes. On boit la soupe de l'indépendance devant la Cour. On dort le 31 janvier pour préparer la soupe devant la Cour pour dire, voilà, l'année commence et vous nous avez toujours sur le dos pour cette nouvelle année. Et puis après, on s'est dit, mais
faut garder ça parce qu'on commence à voir justement que ça peut changer, que ça commence à changer quelque chose. Et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui, la question de la corruption est au centre des débats. Tout ça est fait sur les réseaux sociaux, pas de code physique qui fait avec groupe qui est en provinciaux. Est-ce que nous 10 départements, nous avons contact? OK. Alors, les premières activités qui ont fait justement que des jeunes sont partis de différentes villes pour venir sur Port-au-Prince et inversement, ça a été justement l'activité devant la Cour supérieure des comptes. En tout cas, pour nous. Il y avait aussi d'autres groupes qui sont venus dans les diverses manifestations, qui sont rentrés d'autres villes pour venir dans les manifestations. Mais par exemple, on avait les groupes de Jacmel, de Saint-Marc et tout, qui étaient venus pour dormir devant la Cour des comptes avec nous en décembre, qui sont rentrés encore pour venir boire la soupe le 1er janvier avec nous. Le 7 février, 7 tours du Palais National en février, ils sont encore revenus. Donc, on a fait des activités ensemble. Et à partir de là, nous, à l'intérieur de Pape Dormi, on a créé une dynamique d'avoir des rapports avec les autres villes, d'avoir des rapports avec des groupes qui sont actifs ou qui vivent dans d'autres zones du pays. Ce qui a fait qu'à partir du moment où on a commencé à voir grand, on a commencé à voir national, on a commencé à avoir pays, on a commencé à avoir international aussi, puisqu'il y avait des groupes de pétrochangers qui étaient extrêmement actifs dans d'autres pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme le Chili, comme le Brésil, et qui voulaient rentrer en contact avec nous pour se dire, quand vous faites quelque chose, dites-nous et on va le faire aussi. Et à partir de là, les réseaux se sont créés et on essaie autant que possible de les garder actifs, mais aussi de les garder ensemble. Donc maintenant, pour sortir du mouvement, pour commencer à s'organiser structurellement, qui ça commence à passer? Nous pas dormir, nous pas ceci, nous pas cela. Bon, plus ou moins idée. Tout nous pas ça. Bon, je suppose que, mais je ne suppose même pas en fait, c'est ça. Je pense que autant que nous avons compris la nécessité, le besoin de se mettre ensemble avec d'autres. D'autres pétrochallengers un peu partout dans le pays et à l'étranger se sont dit, il faut aussi qu'on se mette ensemble. Mais comme on ne peut pas tous et toutes se mettre ensemble, voilà, on a commencé, les groupes ont commencé à se créer, à s'organiser, à se mettre ensemble. Et pour moi, et pour nous aussi, ça a été une étape, mais sinon, l'une des meilleures étapes du mouvement. C'est de voir que les gens, au-delà d'une perspective individuelle d'un activisme, d'une perspective individuelle de se battre, de combattre un système, ils se disent qu'en fait, il faut qu'on soit ensemble pour faire ça. Et ils ont commencé à s'organiser, soit par zone, soit par groupe, soit par organisation, soit par idéologie. En fait, on s'en fout un peu de ce qui réunit les gens. L'idée, c'est que les gens se sont réunis autour d'un combat contre la corruption et pour la reddition de comptes pour les fonds Petro-Caribé. Et à partir de là, vous avez eu nos Pape Dormi, nos Pape Complices et tout, et autant d'autres groupes qui se sont créés, qui ne sont même pas autant sous les feux des projecteurs, mais qui aujourd'hui encore restent extrêmement actifs. Il faut prendre l'exemple, par exemple, du Petro-Challenger qui a été arrêté il y a quelques semaines à Jérémie, mais ce sont des Petro-Challengers qui sont extrêmement actifs dans la grandance, qui ne sont pas nécessairement un groupe qui est connu de tout le monde, mais qui font extrêmement d'activités, ils sont extrêmement actifs surtout dans la ville de Jérémie. Et dès que ça s'est passé, voilà, ils arrivaient à rallier des gens, à communiquer sur ça, et un peu des pétrochallengers partout dans le pays se sont dit, il faut qu'ils soient libérés. Donc c'est un peu ça la dynamique. C'est pas seulement les groupes qui sont connus, qu'on entend tout le temps. Il y a vraiment des groupes qui sont organisés et qui restent extrêmement actifs aujourd'hui, et je pense que c'est ce besoin et cette nécessité de se dire, on ne peut pas le faire seul, on ne peut pas le faire si on n'arrive pas à créer justement cette synergie, et voilà, et pour nous, c'est l'une des meilleures étapes et l'un des meilleurs résultats qu'on ait pu avoir avec ce mouvement. On connaît très bien le mouvement, c'est un bagage qui est organisé, les sur les réseaux sociaux, parler les gens pour dire bon curriculum vitae, bon pas commettre rien. Critique par la compagnie. Oui. On va dire comme ça que des gens qui viennent après que ça fait pas nous recevons l'argent, quand on vient tout pour faire toute qualité de mobilisation ça. Qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Bon, c'est exactement je pense que c'est peut-être un début de voir un petit peu ce qui s'est passé avec le challenge, parce que il ne faut pas oublier qu'être un pétrochallenger, c'était quoi? Un pétrochallenger, c'était quelqu'un qui se disait, je vais demander l'argent du Petro-Caribé, je vais utiliser un hashtag, je vais dire code comme Petro-Caribé, je vais participer à une manifestation, je vais donner ce que je peux donner, où je peux le donner, comme je peux le donner. Être un pétrochallenger, c'était pas nécessairement être dans les médias, c'était pas nécessairement être artiste et tout. C'était quelqu'un qui avait conscience à un moment de la durée que la corruption avait un impact quotidien et extrêmement important sur sa vie, sur ses conditions de vie, notamment sur la question des fonds Petro-Caribé, et qui s'est dit, je veux rentrer dans ça. Je ne veux pas nécessairement aller dans une manifestation, mais je peux utiliser les réseaux. Je peux être dans un média, je peux donner ma participation pour faire des t-shirts, je peux.
Voilà, et cette personne se dit Petro-Challenger. Ce n'est pas un titre qu'on donnait ou bien qu'on attribuait à quelqu'un. Tu te l'appropriais, tu t'appropriais de cette bataille, tu t'appropriais de cette cause et tu manifestais ton intérêt et ton activisme comme tu le voulais. Oui, leader que nous y a là, comment on empêche un jeune dire, bon, me lancer comme là ça, gouvernement carrelem, bon, me lancer comme là ça, on peut utiliser l'opposition. Comment on peut garantir que le mouvement pas gagner la même. Mais on ne veut pas donner cette garantie justement, parce que c'est aussi cette liberté, cette légitimité de tout citoyen et de toute citoyenne de se dire que je veux m'impliquer dans ça ou pas. Et ta propre conscience en tant qu'être ou bien en tant que citoyen te dire est-ce que tu n'as pas tes casseroles que tu traînes, est-ce que ce sont des intérêts individuels, personnels qui vont à l'encontre d'un intérêt collectif qui font que justement tu te dis je vais rentrer dans ça, est-ce que tu veux l'utiliser uniquement pour comme propulseur politique, social et tout. Nous, en tant que nous sommes des activistes, nous sommes des jeunes, nous sommes des citoyens, nous n'avons pas les leviers possibles pour se dire que vous n'avez pas le droit ou bien vous, non. Par contre, c'est un combat contre la corruption. Et aujourd'hui, en tant que corrompu ou corrupteur, vous n'avez pas le droit de vous dire que vous êtes un Petro-Challenger parce que vous allez à l'encontre de tout ce qui est principe justement de quelqu'un qui se bat contre la corruption. Et effectivement, comme tout mouvement où toute personne se retrouvant peut se dire je suis un Petro-Challenger, à un moment, vous allez retrouver des gens qui le font soit avec des intérêts partisans, soit par, je ne sais pas, des intérêts économiques. Ça peut justement la gagner en fait. Et au fil du temps, ça va s'épurer. Tu vas retrouver, après 1 an, après 2 ans des gens qui restent cohérents, qui restent mobilisés, qui restent engagés et qui comprennent que tout mouvement est appelé à évoluer. Ça ne peut pas nécessairement être sur 10 ans des manifestations, des mobilisations populaires. Ça doit prendre sa forme juridique, sa forme technique, sa forme politique pour que justement on parle de procès. On parle de procès et on parle de procès autant politique, juridique que technique. Voilà. Et tous ces aspects-là, il faut le voir et se dire il y aura des avancées, il y aura aussi un recul à un moment, il y aura des erreurs, on aura aussi beaucoup de victoires. Et se préparer à ça, s'organiser à ça, jusqu'à donner une traduction politique solide à un mouvement qui a commencé comme un mouvement citoyen, comme un mouvement social. Peut-être qu'on fera la 2e, la 3e partie de l'émission, un bilan mi-parcours, oui. Actif-passif. Il le faut. Vous suivez le grand rendez-vous économique. L'invité surprise, Mme Pascale Soulage. On n'a malheureusement pas eu la possibilité d'avoir Mme Charlier. Mais c'était ça, la jeunesse, l'avenir, il faut bien qu'on leur donne l'espace, qu'on leur cède l'espace pour qu'ils puissent évoluer. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la 2e partie de l'émission. Bipiti 50 000 gouttes, 7%. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m't'a pas lâché pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement m'a jeune produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin.
Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense était là, la fête à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, là c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez les grands rendez-vous économiques. En général, nous avons 4 émissions, mais cette année, année spéciale, 25e édition, les grands rendez-vous, 50e anniversaire de Radio Métropole. Donc, nous allons clôturer avec la 5e édition. Madame Solage, on retourne à la question maintenant encore. On va chercher quoi Petro-Caribéen? Oui, je cherche depuis plus d'un an en fait. Moi, je un livre là de 11 amis qui voyaient livrer son loi pour moi. Haïti, Petro-Caribé et c'est des raisons. Manifeste pour une éthique de responsabilité. Et il y a la page, M. Lalo, ben nous exactement côté comme Petro-Caribé. Donc, pour nous peut-être faire une petite recherche, nous avons regardé là. Et moi, j'ai regardé quelques pages parce que c'est matin, moi, je vois le livre là, donc je ne peux pas entrer en détail. Mais j'ai vu que quelques points que nous sommes capables de commenter dans le livre là. Lorsque M. Lalo, dans le premier chapitre, a dit la fabrication de l'opinion publique. Alors, il faut me dire public là, qu'on n'a pas un livre, par contre, c'est extrait correct. Quand diffamer l'autre devient un droit de l'homme. Bon, on n'a pas qu'à tirer conclusion, mais est-ce que nous sommes capables de dire c'est l'opinion publique là que nous-mêmes nous fabriquons, nous montons un scandale, qui bonne ça que nous voulons dire que Petro-Caribé vient tout nous. On bouge tout le monde fait comme ça Petro-Caribé. Sans penser de petit parti ça simplement. Alors, on serait rentré dans une dynamique de diffamation si le Petro-Caribé Challenge avait été spontanément des manifestations, spontanément de citer les noms des gens, etc. C'est un mouvement qui a commencé dans une perspective institutionnelle. Le premier sitting qu'on a fait, c'était devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, demander des comptes. Donc, demander des comptes et demander des comptes là où il faut. Yeah. La tendance aujourd'hui, c'est que tout se règle un peu dans des espaces comme les médias, comme des espaces publics, etc. On avait cette conscience que justement les institutions devaient faire leur travail. Et la question de combattre la corruption, c'est ça aussi. Il faut rappeler que la Cour supérieure des comptes n'a pas donné rapport pendant 10 ans sur justement la gestion des fonds Petro-Caribé. Et en quelques mois, on a eu la première partie du rapport. Le Petro-Caribé Challenge a fait son premier sitting devant la Cour supérieure des comptes pour demander à l'institution qui était mandatée pour cela de donner rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé. On aurait pu, je ne sais pas, comme les tendances, prendre les rues, citer les noms des gens, etc. Moi, on ne peut pas me demander où est l'argent du Petro-Caribé. Je n'étais pas concernée ni impliquée dans la gestion des fonds Petro-Caribé. Donc si la Cour supérieure des comptes est sortie de là, elle dit, bon, messieurs, dames, mes documents, peut-être nous vont pas créer comme ça, ça veut dire, tout. Peut-être que si la Cour supérieure des comptes avec des juges et avec un personnel qui faisait son travail pour lequel il était payé pendant les 10 dernières années, nous ne serions pas là aujourd'hui à demander des comptes sur 10 ans de gestion de fonds Petro-Caribé et autres fonds de l'État. Donc, la première pression n'a pas été sur, par exemple, M. Wilson Nalo ou autre. La première pression a été sur la Cour supérieure des comptes. Et c'est pour ça que nous avons dormi dans la rue devant la Cour supérieure des comptes, parce que nous voulions avoir un outil qui était légitime pour qu'on puisse se dire, aujourd'hui, maintenant, on va demander des comptes à telle personne qui, de toute façon, était impliquée pendant ces années dans la question de la gestion de la chose publique, donc notamment la question des fonds Petro-Caribé. Après la présentation des rapports, et je rappelle qu'il reste encore 25% du rapport qui n'a pas été présenté, on a commencé à demander les arrêts de débet, les arrêts de quitus. On a commencé à faire pression sur les autres institutions qui, à ce moment, devraient prendre le relais dans l'ensemble des procédures qui devraient être mises en place pour trouver un procès Petro-Caribé. Et là, on a commencé justement à pointer du doigt des gens qui étaient cités dans le rapport Petro-Caribé, notamment des personnes qui ont été ministres, directeurs généraux,
présidents et tout, et même venant de divers secteurs de la vie publique, le secteur privé, le secteur économique, l'international et tout. Ça n'a pas été une chasse à l'homme, ça n'a pas été une chasse aux sorcières de citer le nom d'individus. D'ailleurs, la perspective va au-delà de la question des individus. Les individus, c'est vrai qu'ils sont cités et qu'ils doivent comparaître. Mais la question, c'est aussi une question institutionnelle. C'est une question de responsabilité. Vous avez été à des postes, vous avez pris des responsabilités. Aujourd'hui, nous demandons les résultats. Nous demandons les comptes. Et si vous avez un endroit où on puisse trouver des résultats, venez avec vos résultats. Et aujourd'hui, les médias ne sont pas les tribunes et judiciaires. Les médias ne sont pas les tribunaux. Les médias, la radio, la télévision, les livres et tout. Il y a des appareils, il y a des institutions dans le pays justement pour traiter de ces choses-là. Et c'est ce que nous avons perdu. Est-ce qu'un livre aujourd'hui, ou bien est-ce qu'une émission radiophonique ou bien télévisée fait état d'un procès ou bien fait état d'un tribunal en Haïti? Et c'est ce que nous demandons avant tout. Nous demandons que les institutions soient renforcées, qui se responsabilisent, qu'ils fassent leur travail. Et s'il y a des gens qui sont cités dans le rapport et qui estiment que ce qui est cité dans le rapport sont faux, donnez-nous le procès. Et ceux qui doivent être blanchis le seront, ceux qui doivent être condamnés, sanctionnés le seront, les biens qui doivent être saisis le seront. On ne pourra trouver justement les résultats de cette question de Petro-Caribé et de corruption qu'à travers ce chemin-là. Mais est-ce que nous pouvons accepter que si justice là dit bon, monde ça pas rien, tout va bien passer, comment on n'a pas accepté parce que là tout. Et gagner une sorte de récupération qui fait de l'opposition ce dossier à tout qui est un petit peu, c'est comme si une scène de crime après qu'on y a tellement de bagages à la vie gâtée tout. Voilà, c'est Est-ce clair. qu'on n'a pas peur ça à tout? Parce que en fait, c'est devenu aussi un outil politique. Voilà. À un moment, c'est devenu un outil politique parce que et bon, il y a des intérêts en jeu. Un laboratoire entre guillemets à la solde de quelques politiciens malhonnêtes, de maîtres chanteurs et de fripons vivant d'escroqueries et de procédés indélicats, spécialisés dans la production des faits alternatifs, les fake news, surfant sur la vague émotionnelle occasionnée par cette affaire. Je rappelle qu'il y a un premier rapport qui est sorti sur Petro-Caribé qui venait du Sénat de la République, qui est un rapport qui avait été rejeté justement parce qu'on disait que c'était un rapport politique, que c'était utilisé justement comme propagande, comme outil politique contre un ensemble, comme une partie de la classe politique. C'est pour ça que le rapport qu'on a utilisé, même si nous reconnaissons que le Sénat aussi a toute la légitimité pour faire ce travail, vient d'une institution qui est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Tout ce qui doit être réglé, qui est en dehors de ce que cette institution peut présenter comme rapport, doit se régler à travers les institutions. Aujourd'hui, un individu ne peut pas juste dire que vous ne reconnaissez pas le travail d'une institution, alors que, au niveau de vos postes, vous êtes justement responsable de la bonne marche des institutions du pays. Donc, c'est d'une incohérence absurdissante. Donc, aujourd'hui, le seul chemin, justement, c'est que nous, en tant que citoyens et citoyennes, en tant que société civile, nous mettions la pression pour que les institutions fassent leur travail, mais que vous aussi, qui êtes cité dans un rapport quelconque, vous fassiez votre travail pour que ces institutions prennent leurs responsabilités et puissent présenter devant la nation pour que vous puissiez des preuves pour dire, voilà, non, je n'ai pas été impliqué dans des manœuvres frauduleuses, dans la corruption, dans des détournements de fonds, gaspillage, dans le cadre de la gestion des fonds Petro-Caribé. Ce n'est pas moi, en tant que simple citoyenne, de le dire. Il y a des procédures, il y a des mécanismes, il y a des institutions qui sont là pour ça. Donc, si votre manœuvre a été pendant des années d'affaiblir les institutions, de pratiquement les détruire, aujourd'hui, ces institutions ne peuvent plus servir justement à votre propre intérêt. Il faut qu'aujourd'hui, ce soit les institutions qui fassent leur travail. On ne veut pas entendre des gens qui viennent se défendre derrière les micros de divers médias, derrière les articles de journaux, ou bien dans divers espaces publics, et s'autorisant justement à apporter des preuves sans passer par les institutions. Et ça aussi, c'est une rupture qu'il faut faire avec une pratique de faire de la politique en Haïti. En vous écoutant, je vois que vous êtes pour un renforcement institutionnel, où vous voulez minimiser tout aspect personnel, individuel. Maintenant, il y a dit, bon, l'opposition était bon, belle roue sur nous, parce que c'est pour l'opposition qui a une capacité pour te mettre le monde. Je dis, bon, si mon là où il y a là, bon, utiliser l'espace là. Comment on répond à ça? Je ne fais pas fi totalement de tout ce qui peut être
parce que je parle d'institutions de renforcement institutionnel, de tout ce qui peut être intérêt individuel et qui peuvent justement se nourrir, ou bien, pour dire le mot que tu as dit, prendre route libre sous n'importe ce qu'a fait en termes de mouvement citoyen, de mouvement social, etc. Nous ne sommes pas assez idéalistes ou bien assez naïfs pour ne pas comprendre un petit peu les dynamiques de tout ce qui peut se faire autour de ça. Oui, ok. Donc, mais c'est aussi une vision de faire de la politique. Et malheureusement, un mouvement citoyen, un mouvement social aussi a toute sa part de politique. Aujourd'hui, nous demandons des comptes à des acteurs politiques. Et il y a aussi les intérêts politiques qui vont rentrer en jeu. Donc, l'intelligence politique serait d'utiliser ces institutions en face d'une opposition politique, comme vous dites, institutionnalisée, qui peut récupérer un mouvement justement pour dire soit nous voulons qu'un président s'en aille, soit on ne reconnaît pas la légitimité de tel acteur politique. Donc il faut comprendre aussi l'intelligence de tout ça. Et c'est pas nous ne sommes pas dans le déni de comprendre qu'il y a des acteurs politiques, il y a des enjeux qui peuvent rentrer dans un mouvement citoyen comme ça, qui de manière globale va dans une lutte contre la corruption et l'impunité, mais qui peut aussi affaiblir une partie de la classe politique en Haïti. Mais le maître mot de notre lutte à nous, c'est la question de la rupture. Et la question de la rupture, malheureusement, elle touche et décrédibilise la plupart des acteurs politiques. Qu'elle soit de cette opposition dont vous parlez, ou bien d'un groupe politique qui est au pouvoir. Parce que la question de la corruption n'est pas seulement la question des fonds Petro-Caraïbes. La question de la corruption est institutionnalisée, normalisée et utilisée depuis des décennies. On va peut-être remonter jusqu'à, je n'étais même pas encore née, si nous prenons par exemple le cas des Duvalier, c'est de la corruption qui aujourd'hui encore, on n'en trouve pas le bout, quoi. Aujourd'hui encore, on ne trouve pas le bout de la corruption qui s'est étalée sur le régime des Duvalier. Et autant après. Donc, la question de la corruption, nous en sommes conscientes et conscients, n'est pas l'affaire d'un groupe politique. Et même pas seulement des groupes politiques. Il y a aussi tout un secteur privé, tout un secteur économique, et même une frange internationale qui crée justement cette chaîne pour que la corruption soit à la base de tout ce qui se fait en Haïti. Donc, nous, on va même plus loin que la question des acteurs ou bien des groupes politiques. On va dans la question de la corruption comme un socle des institutions en Haïti, comme étant utilisé aussi comme une arme, justement, non seulement pour faire de la politique, mais au-delà de faire de la politique en Haïti, la corruption se retrouve un peu partout. Est-ce que la stratégie que vous avez utilisée nous prête, est-ce que nous sommes à l'aise que nous avons fait encore si nous pour nouvelle? Non, on ne va même pas le refaire. Est-ce que vous sentez que... On continue à le faire, en fait. Non, ce que je veux dire, arrêté. Le fait que du coup, est-ce que vous êtes prêt pour retourner même gens prendre la ouïa? Si vous devez faire, est-ce que c'est la même façon de faire? Est-ce que nous prenons le son pour dire, je suis frontier, là, je Non, on est conscient que, comme je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, il n'y a aucun mouvement comme celui-là qui saurait se prétendre comme étant un mouvement qui n'a pas fait des erreurs, qui de mauvaises stratégies, de mauvaises avancées et tout. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question, c'est pour ça qu'il faut toujours se repenser, revenir en arrière, avancer et tout. Vous avez tiré les leçons. Parce que nous avons tiré les leçons, mais comme nous le disons toujours, nous sommes rentrés dans un marathon. Et nous sommes conscients aussi qu'il y aura toutes ces étapes aussi dans cette bataille que nous avons entreprise. La question de la corruption, ce n'est pas quelque chose que nous allons régler en Haïti, même pour les 5 prochaines années. Bon, c'est vrai. Voilà. Et c'est quelque chose de mondial maintenant, c'est juste. Mondial, et il y a aussi tous les intérêts. Même pour nous, en tant que jeunes, ou bien en tant que Petro-Challenger, ou bien toute personne ne se disant même pas Petro-Challenger, il y a les intérêts aussi. Aujourd'hui, vous retrouvez beaucoup de jeunes socio-professionnels, beaucoup de jeunes qui ont des familles, beaucoup de jeunes qui n'ont jamais été dans les espaces politiques ou bien les espaces publics, qui aujourd'hui sont en plein dedans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Au-delà des erreurs pour le mouvement, ça veut dire ce qu'il faut repenser, ce qu'il faut penser mieux, ce qu'il faut penser plus, il y a au niveau individuel même, le prix que nous payons pour cela. Et il faut que les gens comprennent que le prix est extrêmement élevé pour nous. En tant que jeunes professionnels, il y a la question, ce risque que tu prends, ce qu'il est pour ta famille, ce qu'il est pour ta carrière, ce qu'il est pour ta réputation, ce qu'il est pour ton avenir. Tout ça, il faut le penser au jour le jour, quotidiennement, et se dire quand tu te réveilles chaque matin, est-ce que ça en vaut la peine pour moi? Et après, est-ce que ça en vaut la peine pour moi? Est-ce que ça en vaut la peine collectivement? Et tu fais ton choix à chaque réveil. Chaque matin, tu te dis, non, finalement, à partir d'aujourd'hui, je n'écris plus sur ma page Facebook
comme Petro-Caribé. Je vais faire profil bas, je vais me faire oublier et puis après, je vais continuer à vivre ma vie. Parce que je peux perdre mon job, parce que ma sécurité physique, la sécurité de ce que je possède, ma réputation est en jeu. Et on l'a vu lors des premiers mois du Petro-Caribé Challenge. Ce que ta réputation peut prendre comme coup aussi dans tout ça. Donc, pour que justement ça en vaille la peine, il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Il faut qu'on pense mieux, il faut qu'on repense, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on recule aussi parfois. Très bien. Votre prédécesseur, à votre place à la 4e édition, Franz Duval, reprochez-nous le fait de nous gagner trop. Et est-ce que 7 février, on dit tout à l'heure, est-ce qu'on était supposé entrer dans 7 tout palais pour nous demander président aller? Parce que je pense que le mouvement nous, moi, je m'entre un petit peu là-dedans tout, que il est tellement noble, la bataille contre la corruption, le changement de système. Est-ce que allemand est pour un président aller? Est-ce que nous estimons que nous battons un petit peu, nous sortis de ça nous développe et nous pas perdu le mouvement noir? Je vais encore parler de mon lieu en tant que membre de Pape Dormi. Pape Dormi a été l'un des premiers groupes à demander la démission du président de la République et pour nous c'était une position de principe de demander au président de démissionner pour se mettre à la disposition de la justice, non seulement parce qu'il était cité dans le rapport Petro-Caribé, mais bien avant cela qu'il y avait beaucoup de dossiers de corruption justement dans lesquels il avait été cité. Donc oui, et notre position n'a pas changé jusqu'à date, que ce soit le président de la République, que ce soit d'autres personnes justement qui sont citées dans le rapport Petro-Caribé. Pour nous, c'est des gens qui sont protégés par rapport à leur statut, leur position, et que la justice ne puisse pas se mettre en marche et faire leur travail. Notre position de principe, c'est que pour nous, nous n'acceptons pas dans notre lutte contre la corruption d'être dirigés par un corrompu et qui, dans ses actions, même après, démontre une volonté justement de tout mettre en œuvre pour empêcher que les mécanismes se mettent en place pour avoir le procès Petro-Caribé, continue avec aussi des démarches qui rentrent totalement dans une vision et de la corruption et qui protègent aussi des groupes qui ont des intérêts et qui sont protégés par rapport aux actes de corruption qu'ils ont pu commettre dans la société. Donc nous, c'est notre position de principe, on ne revient pas dessus, on n'y réfléchit même pas. Maintenant, la question de se dire est-ce que nous gagnons par rapport à ça, je pense qu'il faut arrêter de voir la question du système, la question comme quelque chose d'abstrait. Le système, il a des gens qui le mettent en place. Il y a des gens qui agissent. Il a des acteurs. Il a des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, qui ont le réseau, qui ont les espaces justement pour continuer à pérenniser la question de la corruption en Haïti. Et toucher le système droit, c'est toucher les individus. Et le rapport, c'est ce que ça nous a permis à faire. Avant, on se disait, les fonds Petro-Caribé ont été dilapidés, ils ont été gaspillés, ils ont été détournés et tout. Mais aujourd'hui, on peut dire, OK, tel projet, telle personne était responsable, il faut aller questionner telle personne. Et arrêter tant que nous sommes dans l'abstrait, les gens ne se sont pas inquiétés. On peut parler de système, mais le système, c'est qui? Le système, c'est quoi? Le système, c'est aussi des gens, c'est aussi des individus qui font des choix. Et ces choix économiques et politiques conditionnent la vie de dizaines de millions de personnes en Haïti. Donc aujourd'hui, au-delà de dire qu'on veut une rupture avec un système, et nous savons ce que cela veut dire dans son énormité, il faut aussi toucher les individus du doigt. Parce que les gens, ils sont là, ils sont responsables, ils ont des privilèges, ils ont des espaces, ils ont de l'argent, ils ont des réseaux, ils ont le pouvoir. Donc il faut arrêter, il faut faire cette rupture, non seulement avec tout ce qui peut être utile, les institutions et tout, mais il faut aussi pointer les individus du doigt. Et c'est ce qu'on a fait justement, non seulement avec Jovenel Moïse, qui est président de la République, mais aussi tous ceux et celles qui ont été cités dans le rapport Petro-Caribé. Donc nous n'avons pas estimé que nous gagnons, et nous camper avec position de principe, nous. Jusqu'à aujourd'hui, on demande toujours la démission de Jovenel, et il faut bien le spécifier, c'est la démission pour qu'il puisse se mettre à la disposition de la justice, et que toutes les personnes qui sont concernées, citées, impliquées dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé soient jugées, sanctionnées, que leurs biens soient saisis, et que nous repartions avec justement ce cas comme étant un cas de rupture avec la question de la corruption et de l'impunité. Vous suiviez le magazine économique, le grand rendez-vous économique avec Pascal Solage. C'était l'invité surprise. En effet, on a voulu voir l'avenir en quelque sorte parce que ce mouvement a changé le paysage politique haïtien. Et je suis sûr que l'histoire en parlera pendant quelques temps. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence.
Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Fanny, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, m'ta pas lâché pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou à venir dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans man, l'offre ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes bien à la dernière édition des grands rendez-vous économiques de l'année 2020, une édition bien spéciale, une invitée spéciale. Nous avons une femme, en général on reçoit des hommes. Donc voilà la surprise. Pascal Solage, malheureusement, Vélina Charlier n'a pas de répondre à l'invitation. Moi, ouais, que vous défendez le mouvement sérieux. Bon, toute critique, vous réagissez avec eux. Et maintenant, ce mouvement, nous ne pouvons pas dormir qu'on y a représenté. Quel avenir politique? Ça nous va le faire. Nous sommes capables de dire momentanément, désir ne pas atteindre, puisque nous voyons que le président a pu, malgré tout choc, ça, c'est la première fois même que je vis le pays d'Haïti. En 90 à nos jours, tout gros choc, par un président résistait à ça et le mouvement a été fait. Est-ce qu'on dit, bon, ces jeunes nous taillés, ok, nous allons entrer dans la réalité. Est-ce que nous pensons que la réalité, après que Baptiste a gagné la victoire sur nous? Nous ne va pas décourager pour dire, oh, tout le travail, ça. Nous ne pas décourager. Et oui, c'est vrai que même Jean-Oudil, journée aujourd'hui, il y a pile revendication que nous portons. Que jusqu'à journée aujourd'hui, on a bataille pour eux toujours. Même j'aime dit tout à l'heure, nous étions 25% dans le rapport que Cour supérieure des comptes de gens. Nathan, nous à 25%. Non, mais non seulement l'atteint, mais il faut le dire aussi qu'on a pu justement avoir une rencontre avec la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs parce que nous avons adressé une lettre justement pour nous demander le rapport là. Nous n'avons pas de réponse. Nous avons adressé une lettre pour nous demander de rencontrer eux. Et finalement, on a pu avoir cette rencontre justement pour nous capables de dire que nous-mêmes nous étions extrêmement mobilisés sur la question reste rapport, nous étions mobilisés sur la question arrêt des BEO, parce qu'en fait, les institutions n'ont pas qu'à sortir de là et nous pas voulu sortir de là. Donc, il y a une rencontre de travail que nous avons fait justement. Parlant de rencontre, est-ce que le mouvement ouvert toute porte pour nous, nous rencontrons avec l'opposition, nous rencontrons avec le président tout? Non, nous pas rencontré avec le président. L'invité, non? Oui, mais c'était vraiment au départ. Mais vous avez rencontré avec elle? Bon, nous avons pris une décision pour nous dire que nous ne pas rencontrer avec des gens justement qui
tant que président qui en rapport qui représentait des blocages à POSEA. Et même, je nous ai dit dès le départ, pour nous-mêmes, premier dialogue supposé faire avec un juge, toujours dans le cadre, parce que nous-mêmes, vision, nous, c'est gagner pour ces Petro-Caribéens. L'heure que nous avons fait premier demande pour nous demander président démissionner et mettre à la disposition de la justice, nous avons travaillé pendant des mois sur un document qui c'est les exigences de la transition, qui c'est les 4 R, côté que nous avons fait un formulaire sorti en ligne, côté nous avons à peu près 7000 personnes qui étaient remplis, qui étaient opinion non seulement sur le procès, sur l'armée, sur démission président, sur question constitution, etc. Donc, on a fait politique tout. Corruption, bien entendu. Et nous avons après ça rencontré divers groupes et paysans, groupes politiques, groupes société civile, artistes et tout, pour nous être capables de prendre des éléments que nous avons besoin pour nous être capables de faire document ça et puis nous faire sortir les exigences de la transition, qui était pour nous-mêmes, c'était si nous avons fait une transition après Jovenel Moïse, c'était de là que nous étions supposés partir. Après ça, bien entendu, nous avons gagné des demandes pour nous rejoindre diverses initiatives qui étaient prises dans la perspective transition, même genre avec Pascal, alternative consensuelle et tout. Donc, toujours nous estimez que... Oui, mais nous-mêmes, c'est une décision parce que, encore une fois, je rappelle, nous-mêmes, c'est une question de rupture que nous avons parlé. C'est-à-dire, rupture, là, c'est pas, finalité bataille, nous, c'est pas que un président démissionné. Finalité bataille, nous, c'est que nous avons une rupture avec des pratiques de corruption, de mauvaise gouvernance et d'impunité. Et malheureusement, l'initiative, ça a porté par un pile monde qui n'est pas représenté et qui n'a jamais représenté. Question rupture, ça, que nous avons et que nous avons goûté pour lire. Même pour l'hypothèse que rupture l'a faite et que nous avons une transition, est-ce que nous sommes prêts pour un gouvernement de transition? Non, nous t'ai dit dès le départ que nous-mêmes, en tant que groupe et en tant qu'individu, nous ne pouvons pas rentrer dans le gouvernement de transition, mais que journée aujourd'hui, au-delà de tout ça qui réveille citoyen, mouvement citoyen pour arriver dans le procès Petro-Caribéen, parce que même, je me dis, nous avons divers travail à plusieurs niveaux que nous avons fait. Il y a une question de mobilisation, qui traduit par mobilisation populaire et tout. Il y a une question technique, il y a une question juridique, il y a une question politique. Et journée aujourd'hui, avec toutes les limites que nous-mêmes nous sommes capables de gagner en termes de mouvement citoyen, on ne peut pas faire le travail des institutions. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas juger, nous ne pouvons pas faire travail. C'est-à-dire que nous avons une limite, nous, en tant que mouvement citoyen et pour question contre corruption et impunité. Journée aujourd'hui, il faut que nous arrivions à notre traduction politique de ça notre faire. Journée aujourd'hui, un résultat pour nous ça gain, c'est l'émergence de nouveaux mondes, de nouveaux individus, de nouveaux groupes qui fait politique autrement. Et justement, une vision, c'est travail pour influencer politique là, que nous transformer l'État qui sont État qui jouisseur, journée aujourd'hui, en État qui a servi population, que politique l'en fait autrement, que politique l'en fait de l'autre façon que le fait pour population et que il y a des autres monde journée aujourd'hui qui émergent et qui fait politique. Parce que ça, tous ces résultats, couper corruption, c'est que des gens qui justement à la base de corruption, que c'est des corrompus, des corrupteurs, c'est pas eux-mêmes qui vont porter solution contre bataille corruption pour nous. Donc, journée aujourd'hui, au-delà de la politique active, journée aujourd'hui, c'est comment concilier en vision, en militantisme, en activisme citoyen, social, pour justement contre la corruption avec l'impunité, pour politique autrement, avec une traduction politique qui va permettre que des gens justement viennent prendre le relais pour porter dans l'espace qu'il faut, espace pouvoir, décision et influence, une bataille contre la corruption avec impunité. Parce que si l'institution n'a pas qu'à prendre le relais, dans ça, on a fait un peu capable de faire travail, nous-mêmes, on a bien 5 ans, on a bien 10 ans, voilà, alors que vision, c'est pas... Comme force politique que nous représentons aujourd'hui, parce qu'il faut être bête, parce que nous secrétaire international là, invité nous parler avec eux, qui positionne. Bon, position nous toujours été même non parce que nous-mêmes nous avons des revendications claires que nous portons. Journée aujourd'hui, finalité bataille nous c'est procès Petro-Caribéen. Et que c'est international, que c'est secteur au niveau national, tout ça qui représente des blocages pour que justement nous capables d'arriver, interpeller, juger, sanctionner les gens qui impliqués dans dilapidation, gaspillage et détournement pour Petro-Caribéen. Nous même position nous claire. Depuis c'est des acteurs qui représentent des obstacles ça yo carrément campé en face aux revendications. La deuxième chose que c'est au niveau international tout, revendication c'est que le président démissionné pour le mettre à la disposition de la justice, que nous avons une transition qui fait justement pour aller vers des points clés qui dans exigence transition 4R là pour nous capable arriver vers ça que nous besoin des élections et puis un mécanisme mettre en place pour nous capable arriver vers une rupture genre que nous voulons là. Et que ce soit au niveau de rapport nous avec des acteurs internationaux, des acteurs nationaux, nous te dit tout. Solutions sont solutions haïtiennes pour lier. Ça veut dire que faut que nous comprenions que premier pas, première solution avant tout, c'est nous-mêmes en tant qu'haïtiens haïtiennes qui porter. L'autre c'était rejeter tout ça qui vient pour avec violence. Rejeter d'ailleurs dans document que nous demandé en pile acteur vient signer, nous te spécifié très clairement armes fond foi, violence pas supposé rentrer dans bataille ça que nous mener. Parce que bataille au-delà d'une question de corruption et d'impunité, avant tout c'est une question pour la vie monde. Ou pas la bataille de corruption, c'est bataille pas
en premier lieu, il y a un objectif pour améliorer la vie moun. Donc la vie moun au centre de tout ça n'a fait comme bataille, de tout ça qui est comme débat. Donc tout ça qui attaque la vie moun pour nous-mêmes, il sortit en dehors de bataille que nous avons menée. Donc il est important pour nous que ça qui est au centre là, c'est question procès Petro-Caribéen, c'est des missions président pour mettre à la disposition de la justice, c'est que violence avec armes pas rentrer dans ça affaire et puis après tout c'est que haïtiens avec haïtiennes réussissent à mettre tête ensemble pour jouer une solution avec tout ça que est capable de comme allié comme acteur international capable justement bailler force pour pousser dans la bonne direction. Dans le changement de système le président dit là-dedans tout. Comme nous n'avons aucune preuve jusqu'à présent contre lui-même, pas aucune alliance nous capable président pour nous combattre le système là, Jean dit que lui-même il veut écraser le système là. Il vient cette tête même que le capable de couper. Encore une fois, je ne vais pas avoir la prétention de parler pour tout le monde qui estime tête chose, soit c'est mon qui bataille contre corruption et impunité ou bien Petro Challenger. Je parler de nous pas dormir, nous-mêmes non. Nous pas gain alliance que nous voulons faire avec les gens que nous demandons de démissionner, que justement nous qui cité dans le rapport Petro-Caribéen, nous pas gain alliance que nous voulons faire pour le moment avec pas seulement le président de la République, mais avec tout le groupe que c'est PHTK, que c'est des groupes tout qui est impliqué dans la question de Petro-Caribéen. Nous avons des travaux constants, continuels qu'a fait justement à tous les niveaux pour que nous puissions continuer la lutte là, à tout terrain que nous avons bataille. Nous faisons tout réseautage pour nous faire, nous prenons force tout côté que nous sommes capables de prendre, nous faisons tout ça que nous supposons faire comme travail nous-mêmes pour nous pousser dans la limite mouvement citoyen nous. Même si nous avons journée aujourd'hui une traduction politique qui vous baille à ça que nous avons fait. Journée aujourd'hui par exemple, nous avons dénoncé la question de dermatologue là, nous avons dénoncé des bagages qui au-delà de Petro-Caribéen représentaient tous des actes de corruption et d'impunité dans le pays. Donc corruption, il faut que tout le monde toujours rappelle, c'est pas seulement on va parler de Petro-Caribéen, on va parler de corruption. On va parler de plus fort dossiers dans le pays, la cap gérer là, à la base, bien des dossiers de corruption en bas. Donc nous-mêmes, nous avons une perspective de politique payante doit servir la population payante. Et corruption, c'est une poison qui fait que gouvernance payant pas qu'à aller dans l'intérêt majorité de la population. Donc même je nous dis, nous-mêmes, nous entrons dans le marathon et il faut que nous toujours comprendre. Nous pas une arrogance et prétention dit que nous avons solution à toute bagaille. Que nous avons une formule, la meilleure formule, la formule toute faite. Nous sommes des gens qui sont engagés, qui sont mobilisés, qui prennent tout risque pour nous prendre, pour nous batailler pour que nous croyons là-dedans. Et que nous décidons de mettre tout ça que nous gagnons dans le panier, nous dit ça c'est peut-être bataille la vie nous, que nous avons mené aujourd'hui. Ça veut dire nous prêts et nous ouvrir pour nous connaître que il y a des moments à faire bas, il y a des moments à avancer. Le fait que c'est de mieux que c'est des gens qui sont engagés, que c'est des jeunes qui sont engagés. Nous avons deux choix. C'est soit nous continuer la bataille pour ça nous avons besoin, c'est soit nous décider même Jean Pierre Mounfel nous dit vivre et laisser vivre, même Jean Pierre dit on vient nous aller. Parce que en pile nous avons accompli tête nous, l'autre côté même Jean Pierre Mounfel. C'est de se dire aujourd'hui qui citoyen qui décide que nous vivons en Haïti, mais nous ne pas vivre en Haïti seulement pour vivre pour tête, nous vivons en Haïti pour nous vivre pour le pays en tout. Et il est légitime, je ne dis pour nous gommer pour le pays. Et nous gommer peut-être combat pas nous. Moi-même, je me dis, moi, je suis militante féministe, mais il y a plus de 10 ans, je gommer pour question de droit femme actifie. Mais moi, je rends compte toute limite travail que je fais faire en militante féministe, c'est entrer dans le tribunal avec une femme qui est victime, que je ne un juge, je un avocat, que corruption fait que femme ne pas jamais de justice. Que les entrer dans l'hôpital avec une femme, m'entrer avec une petite fille, il n'y a pas de service. Parce que l'argent que tu es supposé investir dans l'hôpital, il y a des gens qui volent ou bien des gens qui détournent. Toute limite que je le mal travail dans diverses zones dans le pays. Que les femmes n'ont pas créer richesse, que les femmes n'ont pas accomplir tête en tant que monde, n'ont pas joindre espace dans l'espace politique, dans l'espace public, parce que justement la question de la corruption, de l'impunité, de la mauvaise gouvernance, fait que même leur a toute volonté pour travailler en tant qu'activiste, en tant que société civile dans le pays, ou a toute limite. L'aime comprendre que politique, est extrêmement important dans le travail que je fais en tant qu'activiste féministe, je me rends compte que faut que je fasse pression sur l'État. Premier acteur pour changer la vie, ce n'est pas la société civile, c'est l'État. C'est l'État pour travailler pour changer la vie, pour le bailler le relais à des gens dans la société civile, pour nous-mêmes nous capables de faire travail par nous. Donc, moi, je me rends compte que le premier monde justement qui peut impliquer dans le travail que je fais, c'est l'État, pays qui a des taxes qui a moyens et qui a pouvoir pour changer la vie ou bien pour le faire venir plus mal de jour en jour. Qui positionne après le 13 janvier, côté que réalité a président qui est sous plan défensif, je regarde le football. Oui. Opposition de Barcelone. C'est mon Barcelone. Oui. Qu'on y a nous voit que son changement fait, que l'opposition en faiblesse, président, comme nous connaissons en Haïti, qu'ils soient les perdants ou les gagnants, on ne se comporte pas bien. Voilà. Comment nous-mêmes, je dis à nous, est-ce que nous avons dit, bon, rêve là, naïveté, c'est fini, comment nous retenons après le 13 janvier?
il y a un groupe qui a fait un tweet le 13 janvier pour dire que crise pour un nouveau tournant. Il dit là, c'est l'autre réalité. C'est comme si terrain a changé complètement. Autant que le rapport de force a changé tout, mais terrain a un paquet de bagages qui changent là. À partir du 13 janvier, son tournant nous prend. Il faut que nous parlions pour tournant, il faut que nous réfléchissions pour tournant, il faut que nous pensions pour tournant, il faut que nous agissions pour tournant. Nous pas illusion penser que bataille n'a mené à la linéaire. Ça veut dire que Jean, ça a commencé juillet 2018 là, rapport de force n'a pas changé, réalité n'a pas changé, acteurs n'a pas changé, moun n'a pas bougé. Après des acteurs qui étaient en position mentalement nous préparer pour ça, stratégiquement nous préparer pour ça, n'a cherché moyen pour nous préparer pour ça, n'a travail pour nous préparer pour ça. Parce que même je me dis nous pas illusion penser que nous tout une formule là, ça va pas virer sur nous pour nous non. Et nous avons conscience que son réalité qui a changé au jour le jour. Demain matin, on a levé qu'on bagaille qui change. Et tout ça tout enjeu que il y a pour nous et pour le pays. Donc nous sommes conscients que 13 janvier nous pour un tournant, nous sommes conscients que grand pile qui va changer dans les prochains jours et même dans les prochaines semaines et qui gens nous-mêmes pour nous ajuster ça que nous voulons comme bataille, comme revendication, comme stratégie que nous gagnons par rapport à ça. Je rappelle, on ne se bat pas contre un individu qui est président de la République, on se bat contre un système qui a ses groupes d'intérêt, qui a des outils pour pérenniser tête, pour protéger tête, et malheureusement, en pile fois, je dis ça, c'est pas un avantage nous, ni un avantage population. Donc, n'a pas prendre en pile, n'a bataille en pile, nous mobiliser en pile, et nous parier tout. Nous parier pas veut dire que c'est parce que nous connaissons tout ça qui est supposé faire et gens supposés faire, mais nous parier justement parce que nous connaissons que, même Jean nous dit, on est parti pour longtemps, et même je nous dire c'est peut-être le combat de toute une vie quoi. Les moins jeunes comme moi-même qui prend plusieurs décennies que nous que c'est même bagarre à gagner, bon, nous commençons à baisser les bras. Comment nous-mêmes nous préparer pour décennie 2020-2030 qui sera une décennie de vérité pour ce pays. Parce que la population accroît de manière considérable, de moins en moins de ressources. Est-ce que nous faisons réflexion d'abord sur 2030 là, comment nous voyons? C'est peut-être ça nous dit que faut que nous comprenions que politique c'est qui ça que dit. Politique c'est tout le monde qui a moyen, groupe monde qui a moyen dans main pour conditionner la vie monde dans espace donné. En tout cas, c'est eux même qui gagne plus large manœuvre. Et qui gens que journée aujourd'hui nous-mêmes qui vivent dans le pays ça, en tout cas génération ça même j'en dis, nous allons accepter dans 10 prochaines années qui monde qui va conditionner la vie nous, qui gens va conditionner la vie nous. Et à qui ça va conditionner la vie. C'est exactement la question. C'est exactement la question. Est-ce qu'on a le plonger dans la piscine parce que justement. Nous politique c'est pas on est devant télévision à regarder football là, mais faut un souterrain. Qui ça que l'un fait nous que dans l'opposition ou le pouvoir et pas qu'à répondre à ça. Est-ce que nous prêts pour entrer dans la jouette là pour mener bataille là comment nous tête? Faut nous comprendre que nous-mêmes en tout cas dans vision pas nous de bail ça nous les faire politique comme si faire politique c'est politique active seulement on gens qu'on fait politique. Ouais. Nous-mêmes, à partir de moment, nous faisons comprendre que nous avons questionné l'État pour faire politique. Parce qu'on a questionné des gens qui, dans l'espace politique, qui ont conditionné la vie, qui ont décidé pour la vie au jour le jour. Il y a l'autre façon qu'a décidé de faire politique. Tout. Ou dans l'espace qui prend, influencer et prendre décision. Ou qu'a fait politique tout, dans la façon que nous avons fait journée aujourd'hui. Journée aujourd'hui, la question fondamentale, même je me dis, c'est on se demande est-ce que 10 prochaines années, qui est-ce qu'on va décider de back propre la vie nous? Et est-ce que n'a pas accepté qu'on prenne bac en MNL n'importe côté qu'il ouvre? Moi, j'ai vécu le 12 janvier 2010, j'étais en Haïti, 12 janvier 2020. Mais assez grand, je veux dire, pour moi, 10 ans qui côté au MNM. Pour me comprendre qui côté au MNM pendant 10 ans. Et bien avant 12 janvier 2010, tout, j'ai conscience un petit peu, même que j'étais très petit, même j'ai conscience tout de côté moi, tout ça me vive dans le pays. Et me lis en pile sous dictature, me lis en pile, ça veut dire, moi, ouais, qui côté au MNM nous, depuis tantôt les dernières décennies. Donc, c'est peut-être ça que nous dit que journée aujourd'hui, bataille contre la corruption avec impunité, pendant que la prêté un mouvement justement pour changer paradigme question corruption, mais il faut qu'il y ait une traduction tout justement pour nous influencer de tous côtés nous capables. Et c'est peut-être ça, journée aujourd'hui, qui voulait dire changer le système pour nous. Changer le système, pas seulement changer le monde, mais c'est changer tout ça à tous les niveaux, côté que nous supposons y être, avec qui âmes nous supposons y être, pour nous capables de changer. Et je pense que grand pile, heureusement, je ne peux pas même parler de moi, heureusement, tellement il y a des gens qui sont motivés pour ça. Tellement il y a des gens dans divers espaces qui sont déterminés pour ça. Tellement il y a des gens qui disent, OK, non, on ne va pas partir, on va rester là et faire ce qu'on peut, avec ce qu'on a, et se mettre ensemble pour ça. Donc, je vous dis, il faut que nous nous rappelions que ça, c'est une rupture avec
peut-être tout ça que nous vivons depuis les 10, les 20 dernières années, peut-être moi, qui suis très jeune par rapport à ça, et que moi, est-ce que je voulais vivre ça encore dans les 10 prochaines années de la vie, ou bien je fais comme beaucoup de monde, je m'en vais, quoi. Peut-être voie plus facile là. Voie qui est plus facile et qui est plus évident en pile fois. Pascal Solage, est-ce que vous t'es pensé ou t'es invité surprise? Absolument pas. Absolument, il faut dire que j'étais même pas là. Donc voilà. Donc vraiment, je ne le savais pas. Je suis toujours religieusement les premières émissions de l'année. Ça donne un petit peu le ton de l'année avec toi un petit peu sur Télémétropole. Très heureuse d'avoir été invitée, très heureuse d'avoir pu parler de ça très tôt pendant l'année et de dire encore, comme on l'a fait peut-être le 1er janvier 2019, que la flamme s'alimente jour après jour, la flamme reste encore plus vivace jour après jour parce qu'on se rend compte justement que nous sommes les premiers et les premières à pouvoir changer nos vies, à pouvoir changer nos conditions de vie et qu'on ne peut pas le faire seul. Et journée aujourd'hui, nous peut-être prendre engagement devant le monde pour nous dire que nous décidons pas entrer dans la corruption et nous décidons de bataille contre la corruption. Et nous prenons un pile frappe. Ça n'a pas été facile jusqu'à présent. On sait que ça ne le sera pas non plus à l'avenir. Mais ce n'est pas seulement la question du pouvoir. C'est aussi la question de l'éducation. Éducation citoyenne, éducation civique, éducation politique, construire communauté, construire monde, construire mentalité, construire mouvement. Parce que c'est un combat, comme tu dis, nous allons résultat peut-être dans les 10 prochaines années, mais peut-être beaucoup plus après. Donc, nous en pile, c'est de trouver comment se mettre ensemble, comment s'organiser ensemble, comment se battre ensemble et comment construire ensemble. Et heureusement, on est extrêmement engagés, extrêmement motivés et on espère aussi que les gens vont comprendre et vont se mettre avec nous. Moi, merci le fait que nous ne pas fait mauvais choix. Et que vous rempli soulier Vélina pas là pour nous. Je salue Vélina d'ailleurs qui n'a pas pu nous rejoindre, qui ne se porte pas bien. Je lui envoie plein de bisous et aussi à toutes les personnes, tous les Petro-Challengers, mais aussi toutes les personnes qui ne se disent pas Petro-Challengers, mais qui d'une manière ou d'une autre se battent ici en Haïti parce que journée aujourd'hui en fait choix, mais pour ton cause, pour ton bataille dans le pays, il n'est pas facile. C'est tellement plus facile de vivre sa vie confortablement, même si on ne peut pas vivre confortablement, vrai, et de laisser passer la vague quand elle passe et d'essayer de respirer quand tu as l'espace pour respirer. Nous, on veut respirer tout le temps. Donc, on va faire en sorte de pouvoir respirer tout le temps. Donc, je salue tout le monde qui s'engage dans une cause, qui se bat, n'importe quoi capable. Il n'est pas obligé dans la rue, dans la manifestation, n'importe ça quoi porter comme contribution dans le pays. Je dis tout le monde force, je dis tout le monde bonne année, je dis tout le monde bon combat. Et on est parti pour changer ce pays et on ne va pas changer la vie, on ne va pas lâcher prise, quoi. Du courage. Merci. C'était bien dernier grand rendez-vous économique pour l'année 2021. Donc on y a 4 années, ça nous fait 5. C'est une année spéciale, 25e édition. On a commencé avec moi, jeune, pour finir avec la jeunesse. Il ne va pas parler pour une année, on va parler pour une décennie. Donc nous remercions tout le monde. Nous reprendre très prochainement pour les prochaines émissions, les rendez-vous économiques, sans avoir le titre des grands rendez-vous économiques. Donc on rappelle, 1er janvier, on avait eu le ministre de l'économie et des finances, le grand argentier de la nation. Le 2 janvier, c'était bien la 25e édition de l'espace Les Sud de la Tour avec le gouverneur de la Banque centrale. Le 5 janvier, on avait M. Pierre-Marie Boisson. Le 12 janvier, c'était France Duval. Et voilà, une dame finalement, pour éclairer notre vision. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi. Ciao, à la semaine prochaine. À bientôt.